À l'Hôtel du Soleil sur la Côte d'Azur, Claire Moreau avait appris à cacher son don extraordinaire. Depuis 27 ans, elle observait le monde à travers une lentille que d'autres ne pouvaient imaginer. Voyant la tromperie là où les autres voyaient du charme, percevant le danger là où les autres entrevoyaient une opportunité. Mais ce matin-là, debout derrière le comptoir en acajou, verni de la réception, Claire ne pouvait chasser l'impression qu'un drame était sur le point de se produire. Les trois hommes en costume coûteux devant elle n'étaient pas de simples clients fortunés. Leur regard racontait une autre histoire, celle d'une cupidité calculée et d'une trahison soigneusement orchestrée. « Bonjour, messieurs », dit doucement Claire, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Comment puis-je vous être utile aujourd'hui ?» L'homme le plus grand esquissa un sourire parfaitement étudié, mais ses yeux restaient froids, prédateurs. « Nous sommes ici pour les réservations de villas de prestige, quelque chose de très spécial pour nos associés d'affaires. » Les mains de Claire tremblaient légèrement alors qu'elle saisissait le registre des réservations. Elle avait déjà vu ce regard autrefois dans les yeux de son père, peu avant qu'il n'abandonne leur famille quand elle avait 12 ans. C'était le regard de quelqu'un qui prenait ce qu'il voulait, peu importe qui serait blessé. Ce que Claire ignorait, c'est que son observation silencieuse allait bientôt sauver non seulement la réputation de l'hôtel, mais aussi révéler des vérités qui changeraient tout, pour elle-même, pour le propriétaire milliardaire qui observait dans l'ombre, et pour sa précieuse fille, qui croyait que les héros pouvaient exister dans les lieux les plus inattendus. Le soleil du matin dessinait des rubans dorés sur le marbre du hall de l'Hôtel du Soleil, mais Claire Moreau n'y prêta guère attention. Elle était arrivée tôt, comme toujours, préférant les instants calmes avant la tempête quotidienne. À 27 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, compétence forgée par des années d'indifférence, de sous-estimation et finalement d'abandon de la part de ceux qui auraient dû la protéger. « Claire, ma chérie, encore en avance ?» résonna une voix chaleureuse derrière elle. Madeleine Dubois, 66 ans, aux cheveux d'argent et aux yeux bienveillants, poussait son chariot de service en direction de la réception. Madeleine travaillait à l'hôtel depuis 15 ans. Et depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Claire, elle était devenue une sorte de mère de substitution, la première personne dans la vie adulte de Claire qui semblait vraiment la voir. « J'aime le calme », répondit Claire en organisant avec une précision méticuleuse les fiches d'enregistrement des clients. Chaque geste était délibéré, contrôlé. Un contraste saisissant avec le chaos intérieur qu'elle ressentait chaque fois que des groupes de personnes s'attroupaient autour de son bureau. « Tu sais, enfant, parfois je crois que tu vois des choses que le reste d'entre nous ne perçoit pas, » dit Madeleine en arrêtant son chariot. « La façon dont tu observes les gens, comme si tu savais ce qui allait arriver avant que cela n'arrive. » Les mains de Claire se figèrent. C'était un terrain dangereux. La dernière fois que quelqu'un avait remarqué sa sensibilité inhabituelle aux véritables intentions des gens, elle avait été accusée d'espionner, de manipuler les situations pour un gain personnel. Elle avait perdu son emploi en 1 semaine. « Je fais seulement attention », murmura Claire. Mais Madeleine n'était pas dupe. Elle avait vu Claire apaiser des clients furieux comme si elle lisait leur langage corporel, l'avait observé anticiper des problèmes avant qu'ils n'éclatent. Il n'y a rien de mal à avoir un don, Claire. Parfois, Dieu donne des capacités spéciales à des personnes spéciales pour une raison. Avant que Claire ne puisse répondre, les grandes portes vitrées s'ouvrirent avec fracas. 3 hommes en costume sur mesure traversèrent le hall avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais ce n'était pas leur tenue coûteuse ni leur présence imposante qui retinrent l'attention de Claire. C'était quelque chose dans leurs yeux, une lueur de calcul qui lui serra l'estomac. « Les premiers arrivés sont là », murmura Madeleine en pressant l'épaule de Claire. « Fais-toi confiance, ma chérie. Fais confiance à ce que tu vois. » Alors que les hommes s'approchèrent du comptoir, Claire aperçut un mouvement près des ascenseurs. Une petite silhouette aux cheveux couleur miel et aux yeux vifs observait la scène avec intensité. Élise Cartier, 10 ans, vive comme l'éclair, avait pris l'habitude d'analyser les clients avec la même acuité que son père, Jean Cartier, utilisait pour évaluer ses affaires. « Mademoiselle Moreau, »
dit l'homme le plus grand des trois, sa voix douce comme la soie, mais avec une nuance qui fit frissonner Claire. Victor Hale nous a parlé de vous. Vous pourriez peut-être nous aider pour des arrangements particuliers. La mention de Victor Hale, le directeur de l'hôtel, aurait dû être rassurante. Au contraire, elle fit résonner une alarme intérieure chez Claire. Elle avait observé Victor ces derniers temps, notant les changements subtils dans son comportement, la façon dont ses yeux fuyaient lorsqu'il croyait que personne ne le regardait. « Bien sûr, monsieur. Quel genre d'arrangement espériez-vous faire ?» demanda-t-elle. Alors que l'homme commençait à parler, Claire se concentra non seulement sur ses mots, mais aussi sur les micro-expressions qui traversaient son visage. Les mouvements de ses mains, les échanges de regards à peine perceptibles avec ses compagnons. Ce n'étaient pas de simples touristes fortunés. Ces hommes étaient des prédateurs, et Claire le sentait jusque dans ses os. Ce qu'elle ignorait, c'est que Jean Cartier, propriétaire milliardaire de la chaîne hôtelière et homme qui avait bâti son empire sur l'art de lire les gens et les situations, observait toute la scène depuis la mezzanine. Sa fille Élise avait déjà remarqué quelque chose de spécial chez la réceptionniste discrète. Mais Jean commençait seulement à comprendre que Claire Moreau pouvait bien être l'employée la plus précieuse qu'il n'avait jamais vraiment remarquée. Le soleil du matin continuait de baigner le hall de lumière, mais Claire sentit un froid envahir son cœur. Quelque chose se préparait, quelque chose qui allait mettre à l'épreuve chaque instinct qu'elle avait passé des années à réprimer. La conversation avec les trois hommes laissa Claire troublée pour des raisons qu'elle ne pouvait pas vraiment formuler. Ils avaient demandé des hébergements de prestige pour ce qu'ils appelaient des associés d'affaires de grande valeur, de riches investisseurs étrangers, qui arriveraient la semaine suivante avec d'importants dépôts en espèces. « Ils préparent quelque chose », chuchota Claire à Madeleine pendant la pause déjeuner en jetant un regard autour de la salle du personnel vide. La façon dont ils se sont regardés en parlant des dépôts, c'est le même regard que mon père avait quand il préparait sa fuite avec nos économies. Madeleine reposa sa tasse de thé avec une délibération soigneuse. « Claire, ma chérie, il faut en parler à quelqu'un. Monsieur Cartier doit être informé si quelque chose ne va pas. » « Monsieur Cartier !» La voix de Claire monta d'un ton, la panique familière s'installant. « Madeleine, c'est le propriétaire. Il ne connaît probablement même pas mon nom, à part ce qui est écrit sur mon badge. Et que pourrais-je dire? Que je pense que certains clients préparent quelque chose de mauvais parce que leurs yeux ont bougé d'une certaine façon. Ils me prendraient pour une délirante. » La vérité était plus compliquée que ce que Claire voulait admettre. Jean Cartier représentait tout ce qui la terrifiait dans le fait d'être vraiment vu. Il était prospère, puissant, confiant, le genre d'homme qui prenait des décisions affectant des centaines de vies sans le moindre doute apparent ni hésitation. Qu'est-ce qu'un homme comme lui pourrait bien vouloir des observations d'une réceptionniste apeurée qui passait la plupart de son temps à tenter de devenir invisible? Mais Madeleine avait assez vécu pour faire confiance à ses instincts sur les gens. Et elle avait observé les dynamiques de l'hôtel plus attentivement que la plupart ne s'en rendaient compte. Cet homme remarque plus de choses que tu ne crois, ma douce. Je l'ai vu t'observer au travail. J'ai vu son expression changer quand tu gères des situations difficiles. Et sa petite fille, elle, te remarque sûrement. Comme si elle avait été convoquée par leur conversation, Élise Cartier apparut sur le pas de la porte, son cartable sur une épaule et ses yeux brillants d'intelligence. Elle avait convaincu sa nourrice de la laisser passer par l'hôtel après les cours, une habitude devenue de plus en plus fréquente depuis qu'elle s'était liée d'amitié avec Claire. À 10 ans, Élise possédait une intelligence émotionnelle qui surprenait parfois les adultes, et elle avait vite reconnu une âme sœur en la réceptionniste discrète qui semblait comprendre ce que d'autres manquaient. « Claire, j'ai vu ces hommes de ce matin parler à Victor près des villas de plage », annonça Élise sans préambule, son visage juvénile sérieux d'une manière qui rappela douloureusement à Claire sa propre enfance. Toujours à observer, toujours à noter les détails que les adultes écartent, Ils regardaient un bâtiment censé être fermé pour rénovation, mais ils en parlaient comme s'ils comptaient l'utiliser. Le cœur de Claire manqua un battement. L'observation désinvolte de l'enfant venait de confirmer ses pires craintes.
validant l'alarme intuitive qui résonnait en elle depuis leur rencontre du matin. « Élise, tu écoutais aux portes ?» demanda Claire. « Je ne voulais pas, » protesta la fillette en se laissant tomber sur une chaise avec le sens du drame propre aux enfants de 10 ans. Mais il parlait très fort de sécuriser la propriété, de gérer les attentes et de quelque chose comme quoi le timing était crucial. Ça sonnait bizarre, comme quand les adultes utilisent des mots spéciaux pour cacher ce qu'ils disent vraiment. Madeleine et Claire échangèrent un regard lourd de sous-entendu. L'instinct d'une enfant V6 venait de confirmer ce que la lecture plus sophistiquée de Claire sur le comportement humain avait déjà suggéré. Ces hommes n'étaient pas de simples clients. Ils orchestraient quelque chose de complexe et potentiellement dangereux. « Élise, où est ton père ?» demanda doucement Claire, essayant de garder l'urgence hors de sa voix. Elle avait remarqué qu'Élise protégeait jalousement le temps et l'attention de son père, s'habituant encore à le partager avec les exigences d'un empire d'affaires qui semblait requérir sa concentration constante. En réunion toute l'après-midi, il a ses hommes sérieux en costume dans son bureau. Pas les mêmes que ce matin, d'autres. Mais Claire, je crois que tu devrais savoir. Papa t'observe ces derniers temps. Pas d'une façon bizarre, ajouta-t-elle vite, voyant l'expression paniquée de Claire. Plutôt comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Hier, il m'a demandé si je pensais que tu étais intelligente. Et qu'as-tu répondu? La voix de Claire était à peine audible, ses mains lissant inconsciemment ses cheveux dans un geste d'autoconscience nerveuse devenu une habitude au fil des années. Je lui ai dit que tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, à part peut-être lui, et que tu vois des choses que les autres ne remarquent pas. Comme quand tu as su que Madame Rodriguez allait s'évanouir avant même qu'elle se sente étourdie. Ou quand tu as déplacé ses enfants loin de la terrasse, juste avant qu'un carreau se détache. Le poids des mots d'Élise tomba sur Claire comme une lourde couverture. Elle avait passé tant d'années à se cacher, essayant de se fondre dans l'arrière-plan, terrifiée que quelqu'un découvre sa capacité inhabituelle à lire les véritables intentions à travers le langage corporel et les micro-expressions. Mais à présent, avec un danger potentiel à chaque coin, se cacher n'était peut-être plus une option. Au cours des 3 jours suivants, Claire observa la situation se dérouler avec une inquiétude croissante qui se manifesta par des symptômes physiques. Nuit blanche, migraine constante et un nœud d'anxiété persistant qui rendait l'alimentation presque impossible. Victor Hale commença à travailler tard le soir, menant des conversations téléphoniques à voix basse qui se terminaient brusquement dès que quelqu'un approchait. Elle l'observa dans le reflet des vitres du hall. Tant la façon dont sa posture changeait pendant ses appels, la façon dont sa main libre gesticulait, même si l'interlocuteur à l'autre bout du fil ne pouvait pas le voir. Les 3 hommes revinrent chaque jour, accompagnés à chaque fois de personnes différentes, bien habillées, parlant un anglais teinté d'accent, et semblant particulièrement intéressés par les sections de villas fermées. Claire se mit à tenir des notes détaillées, consignant chaque interaction, chaque comportement suspect, chaque micro-expression suggérant tromperie ou intention cachée. « Il montre une toute sorte d'escroquerie à la confiance », dit Claire à Madeleine le jeudi soir, la voix tendue par le stress. « J'en suis sûr maintenant, Victor leur montre des propriétés qui ne sont pas réellement disponibles à la location, ou du moins pas dans l'état qu'il décrit. Il prend des acomptes pour des villas qui sont soit en rénovation, soit inexistantes dans la forme qu'il présente. » Madeleine hocha gravement la tête, son expérience dans le service hôtelier l'ayant déjà exposée à de nombreuses formes de duplicité humaine. C'est une vieille arnaque, ma chérie. Encaisser l'argent d'avance, bercer les gens d'excuses et de promesses, puis disparaître avant que quiconque ne se rende compte qu'il a été dupé. Mais d'habitude, ça vise des gens désespérés, des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat ou qui ne savent pas comment se défendre. Oh. Mais ceux-ci ne sont pas désespérés, Madeleine. Ce sont des investisseurs fortunés, des gens avec des ressources et des connexions. Pourquoi tomberaient-ils dans un piège pareil? La cupidité rend les gens stupides, Claire. Et si Victor présente ça comme une opportunité exclusive,
quelque chose dont leurs amis n'ont pas accès. Les gens riches veulent souvent this, veulent souvent des choses qui les font se sentir spéciaux, différents des autres. Claire avait remarqué ce schéma elle aussi, la manière dont Victor insistait sur l'exclusivité, la confidentialité, la disponibilité limitée lorsqu'il parlait aux victimes potentielles. Il jouait sur leur désir de posséder quelque chose d'unique, quelque chose qui renforcerait leur statut auprès de leur père fortuné. Ce vendredi matin apporta la confirmation des pires craintes de Claire, d'une manière qui lui retourna l'estomac avec une étrange reconnaissance. Elle observa à travers les vitres du hall tandis que Victor conduisait un couple élégant. La femme serrait un sac de créateur valant, probablement plus que le salaire annuel de Claire. L'homme vérifiait son Rolex avec l'impatience de quelqu'un habitué à voir son temps respecté. Il se dirigeait vers la supposée villa du Soleil rénovée. Le bâtiment était fermé depuis 6 mois, victime de dégâts causés par une tempête que l'hôtel avait jugé trop coûteux de réparer, vu son isolement et l'ampleur des travaux nécessaires. Claire se sentit physiquement malade en voyant la tromperie se dérouler sous ses yeux. Ces gens allaient remettre des dizaines de milliers d'euros pour un hébergement qui n'existait tout simplement pas dans des conditions viables. La femme lui rappela sa tante Sarah, qui avait perdu toutes ses économies de retraite dans une escroquerie similaire des années plus tôt. Bien intentionnée, confiante, totalement désarmée face à la cruauté de ceux qui exploitent en la bonne foi. Claire porta instinctivement la main au téléphone pour appeler le bureau principal, puis s'arrêta, paralysée par cette peur familière qui avait dicté sa vie depuis tant d'années. Que pourrait-elle dire? Qu'elle avait un pressentiment, que quelque chose n'allait pas. Qu'un directeur de l'hôtel, employé de confiance de Jean Cartier, menait une arnaque, sur la base de son interprétation du langage corporel et de micro-expressions que la plupart ne remarqueraient à jamais. « Claire, tu es toute pâle », observa Élise, apparaissant à côté du comptoir de réception avec sa discrétion habituelle. L'enfant avait une capacité troublante à se matérialiser chaque fois que Claire traversait une lutte intérieure, comme si elle possédait sa propre forme de sensibilité intuitive. « Ça va, Élise ?» souffla Claire. « J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête. Crois-tu que ton père m'écouterait si je lui disais que je soupçonne quelque chose de grave à l'hôtel? » Élise étudia le visage de Claire, avec la concentration sérieuse de quelqu'un de bien plus âgé que ses 10 ans. Son expression, si semblable à l'intensité analytique de son père, fit naître chez Claire un frisson de reconnaissance. Claire, mon papa, écoute toujours ceux qui lui disent la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Il dit que c'est comme ça qu'il a bâti ses affaires, en faisant confiance à ceux qui n'avaient pas peur de lui donner de mauvaises nouvelles quand tout le monde lui disait ce qu'il voulait entendre. Claire ressentit une lueur d'espoir, aussitôt suivie d'une terreur glaciale. Et si je me trompais, et si je perdais mon travail, et s'il pensait que je suis instable ou délirante? Et si tu avais raison, et que quelqu'un se faisait du mal? Répliqua Élise avec une simplicité dévastatrice. Le genre de clarté morale que les enfants possèdent avant que le monde ne leur apprenne à rationaliser l'inaction. Et si ces gens perdaient leur argent parce que tu avais trop peur pour les aider? La question frappa Claire comme un coup physique, car elle l'obligeait à affronter le vrai coût de sa peur. Toute sa vie d'adulte avait été façonnée par la terreur d'être vue, jugée, trouvée insuffisante. Mais si cette peur l'empêchait de protéger des innocents contre le genre de trahison qui avait déjà brisé sa propre famille? Alors que Claire réfléchissait à ce choix impossible, elle remarqua une silhouette familière s'approcher de l'entrée de l'hôtel avec des pas décidés. Jean Cartier arriva plus tôt que d'habitude, son expression plus grave que Claire ne l'avait jamais vue. Derrière lui marchaient 2 hommes en costume sombre, qui n'étaient clairement pas des clients. Leur regard vigilant, leur démarche coordonnée, tout en eux respirait la police ou l'enquête privée. Quelque chose avait changé. Quelque chose d'important allait se produire. Et Claire comprit qu'elle manquait de temps pour prendre une décision qui pourrait modifier le cours de plusieurs vies, y compris la sienne. La petite fille silencieuse,
qui avait appris à déceler la vérité dans un monde rempli de tromperies, allait découvrir que certaines vérités sont trop importantes pour être tues, quel qu'en soit le prix personnel. Mais même en reconnaissant l'urgence de l'instant, Claire sentit la paralysie familière de la peur envahir ses membres. Et si elle se trompait? Et si son don pour lire les gens n'était qu'une illusion? Une manière de se sentir spéciale dans un monde qui l'avait constamment rendue invisible? Et si parler révélait enfin la fraude qu'elle craignait parfois être au fond d'elle-même? La bataille intérieure entre courage et peur atteignait son paroxysme. Et Claire Moreau, la jeune femme qui avait passé 15 ans à se cacher de ses propres capacités, allait devoir choisir entre la sécurité et la vérité, entre l'invisibilité et l'action, entre se protéger elle-même et protéger les autres. Le cœur battant à tout rompre, Claire vit Jean Cartier s'approcher du comptoir, encadré par les deux hommes dont la présence irradiait l'autorité. Elle avait regardé assez de séries policières pour reconnaître des enquêteurs quand elle en voyait. Et la mâchoire serrée de Jean lui indiquait que sa fenêtre d'action se refermait rapidement. « Claire, » dit Jean, sa voix portant un poids qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. « J'ai besoin de vous parler en privé maintenant. » Élise, qui rangeait des brochures non loin, leva les yeux avec inquiétude. « Papa, qu'est-ce qui se passe? » « Rien qui doive t'inquiéter, ma chérie. Pourquoi n'irais-tu pas m'attendre dans mon bureau? » À contre-cœur, Élise s'éloigna, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Jean fit signe à Claire de le suivre dans une petite salle de conférence attenant au hall principal. L'endroit, élégant mais austère, donnait par ses fenêtres sur le jardin où Claire aperçut Victor Hale en pleine conversation animée avec deux des visiteurs du matin. L'ironie n'échappait pas à Claire. Elle allait peut-être dénoncer Victor pendant qu'il perpétrait activement les crimes qu'elle observait depuis des jours. Les deux enquêteurs restèrent à l'extérieur. Mais leur présence pesait comme un nuage d'orage, chargé de conséquences que Claire ne pouvait pleinement comprendre. « Claire, je vais être direct, » commença Jean en refermant la porte avec soin. Son attitude d'homme d'affaires était pleinement engagée, la même intensité focalisée qui avait bâti un empire hôtelier à partir de rien. Nous avons reçu des allégations concernant des activités frauduleuses à l'hôtel, des acomptes encaissés pour des hébergements inexistants, de l'argent disparu des comptes, des clients à qui l'on a promis des expériences de luxe qui n'existent pas. La bouche de Claire s'assécha, ses mains s'agrippant inconsciemment aux accoudoirs de sa chaise. « Monsieur, je sais que vous observez Victor, » poursuivit Jean, ses yeux bleus perçants, fixés sur elle avec l'intensité d'un examen sous microscope. « Élise m'a dit que vous sembliez préoccupé par certaines interactions récentes avec les clients. Ma fille a un bon instinct avec les gens et elle vous fait totalement confiance. J'ai besoin de savoir ce que vous avez vu. » Le moment que Claire redoutait était arrivé, mais pas comme elle l'avait imaginé. Jean ne lui demandait pas de spéculer ou de deviner. Il réclamait des faits, traitant ses observations comme des renseignements précieux, plutôt que comme les délires paranoïaques qu'elle avait toujours craint qu'on leur attribue. « Monsieur Cartier, j'ai consigné des comportements suspects depuis 1 semaine, » dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait en réalité. Les années passées à se cacher lui avaient appris à compartimenter ses émotions quand il le fallait, à présenter clairement l'information, même si son monde intérieur était en chaos. Victor a rencontré des clients qui prétendent être de grands investisseurs, mais leur langage corporel suggère qu'ils sont en réalité des complices dans une tromperie coordonnée. Ça. Jean se pencha en avant, son expression passant de l'employeur inquiet au stratège concentré. Le langage corporel? C'était le moment que Claire avait craint toute sa vie d'adulte. Celui où elle devrait expliquer quelque chose qui semblait impossible à quiconque n'avait pas vécu sa sensibilité particulière. Elle sentit la sueur perler à ses tempes, son pouls s'accélérant alors qu'elle s'apprêtait à révéler le secret qui avait façonné toutes ses interactions depuis l'enfance. « Je remarque des choses que la plupart des gens ignorent, » dit-elle avec précaution, choisissant chaque mot comme quelqu'un qui avait passé des années à minimiser ses capacités. La façon dont les yeux bougent quand quelqu'un ment, souvent vers la gauche, quand ils inventent de faux souvenirs.
comment leur posture change quand ils planifient une tromperie. Les épaules se crispent, la respiration devient superficielle, les micro-expressions qui contredisent en leurs paroles, un sourire qui n'atteint pas les yeux, un geste d'ouverture tandis que le corps suggère la dissimulation. Au lieu du scepticisme qu'elle redoutait, l'expression de Jean montra un intérêt intense. Le regard d'un homme d'affaires à qui l'on venait de présenter un renseignement de marché d'une valeur inestimable. Continuez. Claire sentit naître en elle un éclat de courage. Cette sensation inhabituelle d'être réellement écouté plutôt que rejeté ou plaint. Les 3 hommes qui viennent toute la semaine ne sont pas des investisseurs. Quand ils parlent d'argent, leurs yeux ne montrent pas l'excitation que l'on attendrait de personnes discutant d'opportunités légitimes. Ils montrent au contraire le calcul froid de prédateurs évaluant leur proie. Leur schéma de conversation suggérait une coordination préalable. Ils terminaient les phrases les uns des autres d'une manière qui indiquait un script répété plutôt qu'un échange spontané. « Et Victor ?» lança Jean, ses instincts d'homme d'affaires clairement en éveil. Les signes de Victor deviennent plus évidents à mesure que le stress augmente, continua Claire, sentant sa voix s'affermir tandis qu'elle comprenait que Jeanne traitait ses observations comme un renseignement crédible. Il touche sa pince de cravate quand il est nerveux. Hier, j'ai compté 17 gestes en 5 minutes de conversation. Son œil gauche tressaille quand il ment, et il évite le contact visuel avec les employés de longue date comme Madeleine, qui le connaissent assez bien pour remarquer ses changements de comportement. Quel genre de mensonge? Demanda Jean en sortant un petit carnet, prenant réellement des notes et traitant les observations de Claire avec le même sérieux qu'il aurait accordé à un rapport financier. Hier, quand Mme Henderson a demandé à prolonger son séjour, Victor lui a répondu que nous étions complets pour tout le mois. Mais au moment où il l'a dit, il a touché sa pince 3 fois, regardé vers la gauche, et sa voix est montée d'un ton. Des indicateurs classiques de mensonge. J'ai vérifié ensuite le système de réservation. Nous avons en réalité 12 chambres disponibles ce week-end et au moins 6 de libres pour les 2 semaines suivantes. Jean resta silencieux un long moment, traitant ces informations avec l'intensité analytique qui avait fait son succès. Claire avait presque l'impression de voir les pièces s'emboîter dans son esprit, ses observations apportant un contexte à des schémas qu'il avait probablement déjà remarqués sans pouvoir les interpréter. « Claire, il faut que vous sachiez que nous enquêtons sur des irrégularités financières depuis 2 semaines, » dit enfin Jean, sa voix lourde de sous-entendu. Des dépôts en espèces enregistrés dans nos registres mais jamais arrivés sur nos comptes bancaires. Des plaintes de clients concernant des hébergements qui ne correspondaient pas à ce qu'on leur avait promis. Des paiements pour des services qui n'existaient pas réellement. Un frisson parcourut l'échine de Claire à mesure que l'ampleur du problème devenait claire. De combien parle-t-on? Près de 200 000 € que nous pouvons documenter, peut-être davantage qui n'ont pas encore été signalés. Et d'après ce que nos enquêteurs ont découvert, ce soir devait être le grand final. Un groupe de prétendus investisseurs internationaux effectuant d'importants dépôts pour une location exclusive d'1 mois, ce qui rapporterait à Victor et ses complices près d'1 demi-million d'euros. La section de la Villa du Soleil, murmura Claire, les pièces du puzzle s'imbriquant soudain avec une clarté terrible. Les sourcils de Jean se haussèrent de surprise. « Comment savez-vous cela? » « Parce que j'ai vu Victor y conduire un couple hier. Et cette section est fermée depuis les dégâts de la tempête il y a 6 mois. Monsieur Cartier, ces villas ne sont pas seulement indisponibles, elles sont dangereuses. Les dommages structurels étaient si graves que votre assureur les a déclarés inhabitables. » Le poids des mots de Claire tomba sur la pièce comme une lourde couverture. Jean sortit son téléphone et envoya rapidement un message, son expression s'assombrissant à mesure que les implications devenaient claires. Claire comprit qu'elle assistait au moment où le soupçon se cristallisait en certitude. Ses observations intuitives apportaient les preuves manquantes pour confirmer une conspiration criminelle. « Claire, je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous soyez totalement honnête, » dit Jean, sa voix teintée d'un nouveau respect que Claire n'avait jamais entendu s'adresser à elle. « Depuis combien de temps pouvez-vous lire les gens de cette façon? »
Claire inspira difficilement, se préparant à partager une histoire qu'elle n'avait confiée qu'à Madeleine, et encore par fragments. Depuis que je suis enfant, ma mère disait que j'étais trop sensible, que je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas. Quand mon père nous a quittés, je l'avais vu venir des semaines à l'avance. Il préparait sa fuite à travers chaque micro-expression, chaque geste inconscient, chaque subtil changement dans sa façon d'interagir. Mais quand j'ai essayé de prévenir ma mère, elle m'a dit que j'imaginais des choses, que j'étais paranoïaque. Vous n'imaginez rien, répondit Jean doucement, sa voix portant une chaleur qui rappela soudain à Claire le père qu'elle aurait tant aimé avoir. Claire, ce que vous décrivez est une forme d'intelligence émotionnelle que la plupart des gens passent des années à essayer de développer par la formation et l'expérience. Vous êtes en quelque sorte un détecteur de mensonges humains, capable de lire la tromperie en temps réel. Avant que Claire ne puisse répondre, le téléphone de Jean vibra avec un message urgent. Son visage se ferma en lisant, les lignes autour de ses yeux se creusant de colère contenue. « Claire, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui vous semblera étrange. Mais cela pourrait éviter que plusieurs personnes se fassent escroquer ce soir, dit-il. Sa voix prenant le ton décisif d'un homme habitué à prendre des décisions difficiles sous pression. J'ai besoin que vous nous aidiez à coincer Victor en flagrant délit. Mes enquêteurs peuvent rassembler des preuves après coup, mais vous pouvez repérer la tromperie en temps réel. Interpréter la dynamique immédiate d'une façon qui peut empêcher le crime de se consommer. » Claire sentit le sang quitter son visage, ses mains s'agrippant aux accoudoirs jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Monsieur Cartier, je ne suis qu'une réceptionniste. Je ne suis pas formée pour ce genre de choses. Je ne... Vous êtes la seule personne dans ce bâtiment capable de lire la situation en direct avec précision. » L'interrompit Jean, sa voix chargée de conviction absolue. « Mes enquêteurs sont excellents pour recueillir des preuves et monter des dossiers, mais vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. La capacité d'interpréter le comportement humain tel qu'il se déroule. De voir la tromperie au moment exact où elle commence. » Claire pensa à toutes ces années passées à se cacher, à rester silencieuse, à éviter les confrontations à tout prix. Elle pensa aux couples qu'elle avait vus se diriger vers les villas endommagées, convaincus que leur argent leur garantirait quelque chose de réel et de sûr. Elle pensa aux paroles d'Élise. « Et si tu avais raison, et que quelqu'un se faisait du mal? » Elle pensa à son père, à toutes celles et personnes qui avaient souffert parce qu'elle avait eu trop peur de parler alors qu'elle voyait la vérité. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, mais portant une force qu'elle ne soupçonnait pas en elle. Jean sourit pour la première fois d'un sourire véritable, chaleureux, reconnaissant et plein de respect. « J'ai besoin que vous vous fassiez confiance, Claire, et que vous nous aidiez à faire en sorte que plus personne ne soit blessé pour avoir cru au mensonge. » À l'extérieur de la salle de conférence, Claire aperçut Madeleine occupée à ranger le hall avec une attention inhabituelle, se positionnant clairement pour observer ce qui allait se dérouler. Élise était visible à travers les fenêtres du bureau, ostensiblement concentrée sur ses devoirs. Mais en réalité, elle surveillait l'entrée principale, avec l'attention soutenue de quelqu'un qui sentait que quelque chose d'important se préparait. Le rythme familier de la vie à l'Hôtel du Soleil continuait autour d'eux, mais Claire comprit que rien ne serait plus jamais normal. En l'espace de 20 minutes, son univers entier avait basculé, et elle s'apprêtait à découvrir si sa plus grande peur, être vraiment vue, n'était pas en réalité sa plus grande force. Le plan que Jean exposa était à la fois simple et terrifiant. Claire devait retourner à son poste habituel à la réception, mais équipée d'une oreillette reliée à l'équipe d'enquête. Lorsque Victor arriverait avec les investisseurs du soir, Claire observerait leurs interactions et transmettrait ses analyses en temps réel. « Pensez-y comme à une traduction », expliqua Jean, tandis qu'un enquêteur installait discrètement le petit dispositif presque invisible. « Vous traduisez le langage corporel en mots pour ceux qui ne parlent pas cette langue. » Les mains de Claire tremblaient, tandis qu'elle lissait ses cheveux. Par-dessus l'oreillette. « Monsieur Cartier,
Et si je me trompais? Et si j'interprétais mal la situation? Jean s'accroupit pour croiser son regard, avec la même attention patiente qu'il offrait à Élise lorsqu'elle avait peur ou doutait. Il y a 2 semaines, vous avez détourné un client furieux de la piscine, juste avant que l'équipe de maintenance ne découvre une fuite de gaz près du bar à Champagne. Vous avez probablement sauvé des vies ce jour-là. Le mois dernier, vous avez déplacé un couple âgé loin du balcon nord quelques minutes avant qu'une poutre ne cède. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous protégez les gens dans cet hôtel depuis le premier jour. Cette révélation frappa Claire comme un coup, l'obligeant à reconsidérer chaque incident qu'elle avait attribué à la chance ou au hasard. Elle se souvint de l'incident de la piscine, ce pressentiment qui l'avait poussé à suggérer au client d'aller plutôt au spa. Cette impression inexplicable que quelque chose n'allait pas. Le balcon, c'était pareil. Une conviction soudaine et irrésistible que le couple devait être ailleurs. Une certitude qui l'avait poussé à agir malgré son hésitation habituelle. Je ne savais pas que vous aviez remarqué, murmura Claire. Un bon chef d'entreprise remarque tout ce qui affecte son établissement, répondit Jean, sa voix portant une chaleur qui rappela à Claire le père qu'elle avait toujours souhaité avoir. Et la sécurité des personnes a toujours été ma priorité. Claire, vous êtes un atout pour cet hôtel d'une manière que vous n'imaginez même pas. À la tombée du soir, Claire reprit sa place derrière le comptoir de la réception, pleinement consciente des enquêteurs stationnés dans le hall, déguisés en clients. L'inspecteur Chen était assis dans le salon, feignant de lire un magazine, mais surveillant en réalité les communications. 2 autres enquêteurs, un homme mûr et un plus jeune, jouaient les rôles d'un père et d'un fils discutant de vacances, tout en gardant l'entrée principale sous surveillance. Madeleine, mise dans la confidence, errait à proximité avec son chariot de service, prête à compléter les observations avec la finesse issue de 15 années passées à observer la nature humaine dans le milieu hôtelier. Même Élise, censée rester en sécurité dans les appartements familiaux, avait convaincu sa nourrice de la laisser faire ses devoirs dans le hall, d'où elle pouvait veiller sur Claire et observer le déroulement de la soirée avec la curiosité naturelle d'un enfant qui avait hérité de l'esprit analytique de son père. À 19h30 précise, Victor Hale franchit les portes principales, sa démarche habituellement assurée, trahissant cette fois des signes subtils de stress que Claire nota immédiatement. Ses épaules étaient un peu plus raides que d'ordinaire. Ses yeux balayaient la pièce sans croiser ceux des visages familiers, et sa main gauche se dirigeait sans cesse vers la poche de sa veste, comme pour vérifier à plusieurs reprises un élément important. « Il est nerveux », souffla Claire dans son oreillette, sa voix à peine audible même pour elle. « Plus nerveux que je ne l'ai jamais vu. Son balayage visuel est différent. Il cherche des menaces au lieu de simplement observer la foule. Quoi qu'il soit prévu ce soir, c'est plus important que les opérations précédentes. »« Bien reçu », répondit la voix de l'inspecteur Chen à son oreille. « Poursuivez vos observations et signalez toute anomalie. » 20 minutes plus tard, les portes s'ouvrirent pour laisser entrer un groupe de 6 personnes élégamment vêtues, parlant avec des accents européens variés. Claire observa le visage de Victor se transformer en les accueillant, notant le basculement subtil mais crucial d'une hospitalité sincère vers une prestation parfaitement répétée. « Le groupe est arrivé », murmura Claire, ses yeux rivés sur l'interaction. Les micro-expressions de Victor révélaient le calcul plutôt que la chaleur sincère. Lorsqu'il souriait au groupe, son sourire n'atteignait pas ses yeux, et son langage corporel évoquait une mise en scène plus qu'un véritable accueil. Sa main gauche revenait sans cesse vers la poche de sa veste, probablement pour vérifier des documents ou des moyens de paiement. Alors que Victor entamait son discours rodé sur des suites exclusives en bord de mer, réservées à une clientèle internationale exigeante, Claire se surprit à lire les réactions du groupe avec une clarté saisissante. La dynamique était plus complexe qu'elle ne l'avait d'abord pensé, révélant des couches de tromperie qui lui tordirent l'estomac. « Monsieur Cartier », chuchota-t-elle d'une voix urgente. 3 de ces personnes sont de véritables victimes, mais 3 autres font clairement partie de la combine.
La femme en robe rouge hoche la tête à Victor avec une synchronisation trop parfaite, trop répétée. L'homme grand à gauche surveille les sorties du hall, au lieu d'écouter le discours. Et l'homme avec la mallette vérifie sa montre à intervalles réguliers, comme s'il suivait un calendrier précis. « Pouvez-vous identifier lesquelles sont les véritables victimes ?» demanda la voix dans son oreillette. Claire étudia plus attentivement le groupe, notant les différences subtiles dans le langage corporel, l'attention et l'investissement émotionnel face à la présentation de Victor. Ses compétences, qu'elle avait cachées toute sa vie, fonctionnaient désormais à plein régime. Son esprit traitait des dizaines de micro-expressions et d'indices comportementaux avec la rapidité et la précision d'un ordinateur analysant des données. « Le couple âgé au fond », dit-elle doucement. Ils se tiennent la main et posent des questions pratiques sur les équipements et l'accès aux soins médicaux. Leur langage corporel exprime une excitation sincère, mêlée à l'espoir prudent de personnes qui ont économisé des années pour ce genre de voyage. Et l'homme d'âge moyen avec le porte-documents en cuir prend de vraies notes et montre une excitation authentique. La dilatation de ses pupilles, son inclinaison vers l'avant, ses questions spontanées sur les attractions locales, tout cela montre un intérêt réel, pas une performance. Ce qui se produisit ensuite fit battre le cœur de Claire à toute vitesse et confirma ses pires craintes sur l'ampleur de l'opération. Victor commença à diriger le groupe vers les ascenseurs, mais au lieu de les emmener à son bureau pour des formalités habituelles, il les guida vers la sortie arrière qui menait directement à la section des villas endommagées. « Ils ne vont pas au bureau », dit Claire, se levant instinctivement, portée par un instinct protecteur dont elle n'aurait jamais cru être capable. Il les conduit vers la zone interdite, celle condamnée depuis les dégâts de la tempête. Ce n'est pas seulement une fraude. Il entraîne des innocents vers des structures potentiellement dangereuses. « Claire, nous avons besoin que vous les suiviez à distance et que vous continuiez à rapporter. » vint l'instruction dans son oreillette. « Mais assurez votre sécurité. N'intervenez pas directement, sauf si quelqu'un est en danger immédiat. » Claire n'avait jamais été aussi terrifiée de sa vie, mais l'image de ce couple âgé, avançant avec confiance vers la ruine financière et peut-être le danger physique, la poussa en avant. Les années à se cacher, à éviter les confrontations, à se protéger elle-même avant tout, semblaient soudain moins importantes que de protéger ses inconnus qui lui rappelaient ses grands-parents disparus trop tôt, la famille qu'elle n'avait jamais eue. Elle fit un signe discret à Madeleine, qui comprit aussitôt et se mit à suivre encore plus en retrait, son expérience lui permettant de se déplacer dans l'hôtel comme une ombre, invisible mais attentive. Le groupe avança le long de la passerelle éclairée par la lune en direction de la Villa du Soleil, section fermée depuis que la tempête avait compromis l'intégrité structurelle de plusieurs bâtiments. Dans la lueur romantique des lampes du soir, l'endroit paraissait isolé et exclusif, plutôt que dangereux et délabré. Un décor parfait pour la supercherie orchestrée par Victor. « Ils sont à l'entrée de la villa », souffla Claire, cachée derrière un massif de palmiers tout en gardant un contact visuel avec le groupe. Victor la présente comme si elle était opérationnelle et récemment rénovée, mais je vois que la moitié des rambardes sont manquantes. Les murs extérieurs montrent des traces visibles d'infiltration, et les fondations s'affaissent, signe d'une instabilité potentielle. Dans son oreillette, elle entendit la coordination rapide des enquêteurs qui prenaient une position autour du complexe. Mais ils avaient besoin que Victor accepte effectivement un paiement pour pouvoir procéder à des arrestations solides devant de la justice. Il fallait des preuves d'un crime en cours, pas seulement l'intention de frauder. La femme en rouge ouvre une mallette, continua Claire, la voix tendue par le stress en voyant la scène se dérouler. Du liquide. Beaucoup de billets, empaquetés d'une manière qui montre que toutes leurs transactions se font ainsi. Le couple âgé sort son chéquier. Monsieur Cartier. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent réellement. Ils croient totalement à la légitimité de ce qu'on leur vend. Claire observa, horrifiée, tandis que Victor commençait à accepter le paiement, sa performance atteignant un niveau de sincérité digne d'un Oscar. Le couple âgé, elle les entendit se présenter comme Robert et Helen Patterson, venus de Lyon.
écrivait un chèque de 50 000 euros, représentant sans doute une grande partie de leurs économies de retraite. « Il encaisse l'argent maintenant », dit Claire avec urgence, sa voix empreinte d'un désespoir contenu. Les victimes sont en train de payer pour des hébergements qui non seulement n'existent pas tels qu'on les décrit, mais qui pourraient être dangereux à occuper. Ce n'est pas seulement un vol, c'est une mise en danger de mort si quelqu'un essayait réellement de séjourner dans ces structures endommagées. Claire, nous avons besoin que vous créiez une diversion, vint l'instruction dans son oreillette. Quelque chose qui nous laisse le temps d'intervenir et d'empêcher la transaction de se conclure. Mais soyez prudente. Nous ne savons pas comment ces gens réagiront en comprenant qu'ils sont démasqués. L'esprit de Claire se vida, paralysée par l'ampleur de ce qu'on lui demandait. Elle qui avait passé sa vie à éviter l'attention, à rester invisible, silencieuse, même quand parler aurait pu aider. On lui demandait maintenant de se placer en pleine lumière, de sauver des étrangers d'une escroquerie, tout en s'exposant elle-même à des dangers inconnus. Mais en voyant Hélène Patterson sourire avec confiance à Victor, en lui remettant sans doute une part importante de ses économies de toute une vie, quelque chose bascula dans l'âme de Claire. La peur qui l'avait tenue prisonnière si longtemps sembla soudain moins importante que l'injustice qui se jouait devant ses yeux. Cette femme âgée lui rappelait douloureusement Madeleine, et cette bonté confiante que certaines personnes portent malgré un monde qui en abuse trop souvent. « Excusez-moi », lança Claire d'une voix qui résonna dans la nuit avec une force et une autorité surprenantes. « Je crois qu'il y a une erreur. » La tête de Victor se tourna brusquement vers elle, son visage traversé de la surprise, de la colère et du calcul, tandis que son plan minutieusement orchestré commençait à s'effondrer. Le couple âgé parut confus, tandis que les trois complices CIA se mirent immédiatement à balayer les environs du regard à la recherche de voies de fuite, avec l'efficacité de personnes rompues à cet exercice. « Je suis désolé », continua Claire, avançant directement vers le groupe avec une assurance qu'elle ignorait posséder. Toutes ces années d'observation du comportement humain se concentraient enfin dans une action protectrice. Mais cette section de l'hôtel est actuellement fermée pour inspection de sécurité après les dégâts de la tempête. Je dois vous raccompagner immédiatement au bâtiment principal pour votre sécurité. Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire de Claire à jamais. Le masque soigneusement poli de Victor se fissura complètement, révélant le prédateur calculateur qu'elle avait perçu dès le début. Mais surtout, Claire vit autre chose à cet instant. La surprise sincère et l'admiration dans les yeux de Jean Cartier apparut au bout de la passerelle avec son équipe d'enquêteurs. Son expression montrait la fierté envers cette employée discrète qui avait trouvé le courage de protéger les autres. La petite fille silencieuse qui avait appris à voir la vérité dans un monde de tromperie découvrait que le plus grand courage ne vient pas de l'absence de peur, mais du fait d'agir malgré la peur, quand le bien-être des autres dépend de notre volonté de nous montrer. La suite se déroula avec la précision rapide d'une opération bien orchestrée. Victor Hale, pris en flagrant délit d'acceptation de paiement frauduleux, tenta désespérément de présenter la situation comme un malentendu. Mais son langage corporel le trahissait totalement. « Regardez ses yeux », souffla Claire à Jean, tandis que les enquêteurs intervenaient. « Il regarde vers la marina. C'est sa route d'évasion prévue. » John hocha la tête vers son équipe de sécurité, qui se positionna discrètement pour bloquer toute fuite. Le couple Patterson, déconcerté, écouta les explications des enquêteurs qui leur expliquèrent qu'ils avaient failli être victimes d'une escroquerie élaborée. « Je ne comprends pas », dit Madame Patterson en serrant le bras de son mari. Victor paraissait si professionnel, si digne de confiance. Claire fit un pas en avant, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais été avec des inconnus. Parfois, ceux qui semblent les plus dignes de confiance sont justement ceux qui ont le plus pratiqué la tromperie. Mais vous êtes en sécurité maintenant. Votre argent l'est aussi. Les trois complices furent également arrêtés, bien que leurs réactions fussent très différentes. La femme en robe rouge continua de jouer l'innocente jusqu'au bout, tandis que les deux hommes semblèrent presque soulagés d'avoir été attrapés.
27 escroqueries dans 5 régions, confia l'un des enquêteurs à Jean. Votre hôtel devait être leur coup final avant leur disparition aux îles Caïmans. La crise immédiate résolue, Claire se retrouva seule avec Jean sur la passerelle, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. L'ampleur de ce qui venait de se produire commençait à l'envahir, accompagnée d'une vague d'anxiété familière. « Je suppose que vous voudrez ma démission », dit Claire doucement, fixant l'horizon. « Maintenant que vous connaissez ma condition. » Jean la regarda avec une véritable surprise. « Claire, pourquoi voudrais-je votre démission? Vous venez de sauver mon entreprise Zaz d'un scandale qui aurait pu ruiner notre réputation. Vous avez protégé des innocents qui allaient perdre leurs économies. Mais je suis différente. Les gens n'aiment pas être entourés de quelqu'un qui peut les lire si facilement. » Jean resta silencieux un long moment, pesant ses mots avec soin. « Claire, savez-vous pourquoi j'ai réussi dans les affaires? » Elle secoua la tête. « Parce que j'ai compris très tôt que les personnes les plus précieuses sont souvent celles qui voient ce que les autres manquent. Vous ne lisez pas seulement le langage corporel, Claire. Vous lisez la vérité. Et dans un monde rempli de tromperies, c'est un don rare et précieux. » Les yeux de Claire s'embuèrent de larmes. « Mon père disait que j'étais trop sensible, que je mettais les gens mal à l'aise. » « Votre père avait tort, » répliqua Jean d'une voix ferme. « Et quiconque est mal à l'aise face à l'honnêteté a probablement quelque chose à cacher. » Dans les jours qui suivirent, Claire vit son monde se transformer de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La famille Patterson envoya une lettre de remerciement bouleversante, accompagnée de madeleines faites maison, exprimant leur gratitude pour l'ange qui a sauvé notre retraite. La presse locale s'empara de l'histoire, même si Claire insista pour rester anonyme. Plus important encore, son rôle à l'Hôtel du Soleil commença à évoluer. Jean lui proposa officiellement un poste de directrice des relations clients et de la sécurité, une fonction nouvellement créée pour tirer parti de ses capacités uniques et garantir la sécurité comme la satisfaction des hôtes. « Pense à ça comme à être l'ange gardien de l'hôtel », expliqua avec enthousiasme Élise. « Papa dit que tu as un super pouvoir qui rassure les gens. » Mais le changement le plus significatif se trouvait en Claire elle-même. Pour la première fois de sa vie adulte, elle ne se cachait plus. Madeleine, qui était devenue pour elle une figure de grand-mère, le remarqua aussitôt. « Tu marches différemment, maintenant », observa-t-elle un matin alors qu'elle se préparait à accueillir les clients, comme quelqu'un qui connaît enfin sa valeur. Claire sourit, redressant ses épaules. « J'apprends qu'un don ne vaut rien si l'on a trop peur de s'en servir. » L'hôtel mit en place de nouveaux protocoles de sécurité inspirés par ses recommandations, incluant une formation du personnel pour reconnaître les signes de comportement trompeurs. D'autres établissements de la chaîne de Jean commencèrent même à demander la consultation de Claire pour renforcer leurs procédures de sécurité et de relations clients. « Tu deviens une véritable source d'inspiration », lui dit Jean lors d'une de leurs réunions hebdomadaires. Le magazine Hospitalité et Tourisme veut publier un article sur nos approches innovantes. Claire avait d'abord reculé devant cette idée de publicité, mais Élise l'avait convaincue. Peut-être qu'il y a d'autres gens comme toi qui pensent être bizarres au lieu d'être merveilleux, avait-elle dit avec sa sagesse d'enfant de 10 ans. L'article, intitulé « Le pouvoir de l'hospitalité intuitive », mettait en avant comment l'intelligence émotionnelle et l'attention à la communication non verbale pouvaient révolutionner la sécurité des clients. La photo de Claire y figurait, la première fois qu'elle acceptait d'être visible publiquement. Mais la transformation la plus profonde concernait sa relation avec la famille Cartier. Élise s'était autoproclamée petite sœur officielle de Claire, l'invitant aux soirées cinéma familiales et aux promenades sur la plage. Jean, de son côté, était devenu pour Claire quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Un véritable ami, qui respectait ses capacités et appréciait son intelligence. Un soir, alors que Claire fermait la réception, elle surprit Élise parler à son père dans son bureau. « Papa, tu crois que Claire sait à quel point on aime la voir dans notre famille? »
La réponse de Jean fut douce mais claire. Je crois que Claire est encore en train d'apprendre qu'elle mérite d'être aimée telle qu'elle est. Claire sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le climat méditerranéen. Pendant 27 ans, elle avait cru que sa différence signifiait la solitude. Elle comprenait désormais qu'être différente pouvait parfois vouloir dire être exactement ce dont le monde avait besoin. La réceptionniste timide, qui avait passé des années à cacher son don, avait enfin découvert que cette sensibilité, autrefois vécue comme un fardeau, pouvait devenir une source de force, de protection et de joie inattendue. 6 mois après l'affaire Victor Hale, Claire se tenait au même endroit où elle tremblait autrefois, derrière le comptoir de la réception. Mais tout avait changé. La jeune femme nerveuse, qui évitait le contact visuel, accueillait désormais les clients avec assurance. Ses capacités intuitives n'étaient plus une honte, mais la pierre angulaire de son succès professionnel. « Bonjour, monsieur et madame Chen », dit-elle chaleureusement à un couple qui s'approchait du bureau. « Je vois que quelque chose vous tracasse. Comment puis-je vous aider à vous sentir plus serein aujourd'hui? » Le couple, surpris que leur anxiété soit si perceptible, expliqua « Nous célébrons notre 50e anniversaire de mariage. C'est nos premières vacances depuis des années, et nous avons peur que tout ne soit pas parfait. » Le cœur de Claire se radoucit. Elle avait appris à distinguer l'anxiété de la tromperie de celle de l'espoir. Ce couple voulait simplement que cette occasion spéciale soit mémorable. « Je vais personnellement m'assurer que votre séjour dépasse toutes vos attentes, » répondit-elle en notant dans leur dossier. « Je vais organiser un dessert d'anniversaire spécial avec notre restaurant, et je connais l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil et prendre de magnifiques photos. » « Et c'est ça, Mad. » Les Chen repartirent visiblement soulagés, et Madeleine s'approcha avec son sourire malicieux habituel. À 77 ans, elle s'était officiellement retraitée, mais venait encore chaque jour, affirmant que voir Claire s'épanouir valait mieux que n'importe quel feuilleton télévisé. « Regarde-toi, ma chérie, » dit-elle avec fierté. « De celle qui cachait sa lumière sous le boisseau à celle qui illumine tout l'hôtel. » Claire éclata de rire, un son qui lui venait désormais naturellement, chose autrefois rare. « Parfois, j'ai du mal à croire que c'est ma vie, Madeleine. Hier, un client m'a dit que j'avais le don de faire sentir aux gens qu'ils étaient vraiment vus. C'est parce que tu les vois vraiment, Claire. Et surtout, tu as appris à les laisser te voir, toi aussi. » La transformation n'avait pas été sans défi. Claire avait connu des moments d'anxiété écrasante en s'habituant à sa nouvelle visibilité et à ses responsabilités. Certains jours, le flot d'informations des submersions émotionnelles de centaines et centaines de clients l'accablait, et elle avait dû apprendre des techniques pour gérer sa sensibilité sans la bloquer. Jean avait été déterminant dans ce processus. Il avait arrangé pour elle des séances avec un thérapeute spécialisé dans les personnes hypersensibles. Ensemble, ils avaient développé des stratégies pour transformer ses capacités en outils, plutôt que de les laisser devenir un fardeau. La clé, avait expliqué le Dr. Reynolds, c'est d'apprendre à observer sans absorber. Tu peux lire les émotions sans les porter comme une responsabilité. Cette guidance avait changé sa vie. Désormais, Claire savait apaiser les clients agités sans absorber leur propre anxiété. Elle savait identifier les problèmes potentiels sans porter le poids de l'état émotionnel des autres. Élise, désormais âgée de 11 ans et encore plus perspicace qu'avant, était devenue son assistante officieuse dans ce qu'elle appelait leur mission d'observation. Claire, l'homme près de la piscine fait semblant de lire, mais en réalité, il observe cette famille avec la petite fille, et ça me met mal à l'aise, rapporta Élise un après-midi. Immédiatement, Claire signala la situation à la sécurité, qui découvrit que l'homme prenait des photos inappropriées d'enfants. L'incident fut réglé discrètement sans qu'aucun mal ne soit fait, mais il renforça combien ses capacités étaient devenues précieuses pour les protocoles de sûreté de l'hôtel. « Toi et Élise, vous formez une belle équipe », observa Jean ce soir-là en consultant les rapports d'incidents. « Elle développe sa propre version de ton intuition.
Claire hocha la tête, pensive. Elle apprend à faire confiance à ses instincts plutôt qu'à les écarter. J'aurais aimé qu'on m'enseigne ça à son âge. C'est ce que tu fais maintenant, dit doucement Jean. Tu l'enseignes à elle et à nous tous. Les effets de la transformation de Claire dépassèrent largement les murs de l'hôtel. Elle commença à intervenir dans des conférences hôtelières sur l'intelligence émotionnelle dans la relation client, partageant ses techniques pour lire la communication non verbale et créer des environnements vraiment sûrs. Sa première conférence l'avait terrifiée, mais l'accueil avait été extraordinairement positif. Désormais, des directeurs d'hôtels de toute la France sollicitaient ses conseils pour mettre en place des protocoles de sécurité et former leurs équipes. Tu deviens presque une célébrité, taquina Élise un matin en lui montrant un article de presse spécialisé où figurait sa photo et une citation sur l'importance de la confiance dans l'intuition. Mais ce n'était pas la notoriété qui motivait Claire. Les lettres qu'elle recevait de personnes hypersensibles qui avaient trouvé le courage d'assumer leurs dons grâce à son histoire étaient ce qui comptait vraiment. Une lettre d'un jeune agent de sécurité en province l'avait particulièrement touchée. « Merci de m'avoir montré que différent ne veut pas dire avoir tort. J'ai toujours remarqué des choses que les autres ne voyaient pas. Grâce à ton témoignage, j'ai osé parler d'une situation sur mon lieu de travail et j'ai empêché un vol. Je ne me cache plus. » Madeleine encadra cette lettre et l'accrocha dans le bureau de Claire, juste à côté d'une photo de Claire, Jean et Élise lors d'une récente journée à la plage. « Tu sais ce que j'aime le plus dans cette photo ?» demanda Madeleine en l'admirant. « Quoi donc? Tu n'es plus relégué à l'arrière-plan. Tu es bien au centre, là où tu as toujours eu ta place. » Claire observa l'image, notant combien elle paraissait détendue et sincèrement heureuse. Jean avait passé son bras autour de ses épaules avec une affection protectrice et familiale, tandis qu'Élise faisait des oreilles de lapin derrière leur tête. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient devenus, une famille choisie, fondée sur le respect, la confiance et l'amour. Parfois, je repense à la petite fille effrayée qui se cachait de son propre père, dit Claire doucement. J'aimerais pouvoir lui dire qu'un jour elle aurait une famille qui célébrerait tout ce qu'il avait essayé de lui faire croire comme une faute. Madeleine serra sa main. « Ma chérie, tu viens de le lui dire. Et maintenant, elle sait que cette sensibilité, qui paraissait une malédiction, t'a en réalité préparé à devenir l'ange gardien de quelqu'un. » Alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée ce soir-là, Claire ressentit une profonde plénitude l'envahir. Le chemin de la peur, au courage, de la dissimulation à l'aide, de l'abandon à l'appartenance avait été long et difficile, mais il l'avait menée exactement là où elle devait être. Et maintenant que nous arrivons à la fin du parcours de Claire, je vous invite à réfléchir aux dons que vous cachez peut-être encore au monde. Peut-être êtes-vous de ceux qui remarquent ce que les autres ignorent, qui ressentent intensément, qui voient au-delà des apparences. Peut-être vous a-t-on dit que vous étiez trop sensible ou trop intense. L'histoire de Claire nous rappelle que nos capacités les plus puissantes sont souvent celles dont nous avons le plus peur. La sensibilité qui l'avait isolée enfant est devenue son super-pouvoir, celui qui a protégé d'innombrables personnes et créé des ponts de confiance et de compréhension. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé qu'être différent peut signifier être exactement ce dont le monde a besoin, mettez un « j'aime » et abonnez-vous pour d'autres récits inspirants sur le courage dans des lieux inattendus. Partagez l'histoire de Claire avec quelqu'un qui doit entendre que sa sensibilité est une force, pas une faiblesse. Et surtout, souvenez-vous, le monde a besoin de vos dons, même surtout ceux que vous cachez. Votre propre histoire de transformation et de courage pourrait être exactement ce qu'il faut à quelqu'un d'autre pour entrer dans sa lumière. Merci d'avoir accompagné Claire dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois. Faites confiance à vos instincts. Embrassez vos dons. Et n'oubliez jamais le pouvoir d'un cœur sensible dans un monde qui a désespérément besoin de plus de compassion.